Bonjour et bienvenue dans cette formation dans laquelle je vous propose de découvrir les IGBA et d'en faire votre mode de vie. Peut-être que vous cherchez à perdre du poids ou tout simplement à optimiser votre santé, à réduire votre hypertension artérielle, à mieux équilibrer votre diabète. Les IGBA permettent tout ça. C'est un véritable outil minceur, santé et bien-être. Donc je vous propose de découvrir dans cette première vidéo comment ça fonctionne. Qu'est-ce qui fait que les IGBA permettent de perdre du poids durablement, sereinement et également d'atteindre ses objectifs santé. Tout d'abord, il faut que vous compreniez une chose très importante. C'est que l'index glycémique, c'est le reflet de l'impact des aliments sur la glycémie. La glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang. Quand on mange, on sait que les aliments qui contiennent des sucres, des glucides, vont se retrouver dans le sang et ça va avoir un impact sur la glycémie, ça va augmenter un petit peu le taux de sucre dans le sang. Donc, l'index glycémique, c'est un baromètre qualité des aliments. Ce n'est pas la quantité de sucre dans un aliment, ça n'a rien à voir. On ne peut pas déterminer l'index glycémique d'un aliment à partir de sa quantité de sucre. C'est vraiment la qualité. Quelle est la qualité du sucre présent dans l'aliment que je consomme? Et donc, l'index glycémique, donc, qui va de 0 à 100, c'est vraiment un critère de choix. Et c'est pour ça que, en sélectionnant les aliments à index glycémique bas, c'est-à-dire inférieur à 50, ou même très bas, c'est-à-dire qui ont un index glycémique inférieur à 35, ça va vous permettre de réduire donc l'impact sur votre glycémie, d'avoir une glycémie plus stable au quotidien, avec des effets santé et minceur incontestables. Donc les IGBA, ce n'est pas du tout la quantité de sucre dans les aliments. N'allez pas regarder la quantité de glucides ou dont sucre sur les étiquettes des emballages alimentaires. Et ce n'est pas non plus les calories ou la quantité de graisse. On se focalise vraiment avec l'index glycémique sur donc, les glucides et donc leur qualité, pas leur quantité. Alors, comment ça fonctionne? Donc, quand vous mangez, vous absorbez des aliments, vous assimilez des aliments qui vous apportent des nutriments. Les nutriments, c'est les protéines, les lipides et donc les glucides. Et puis, ça vous apporte également des fibres, des minéraux, des vitamines, des oligo-éléments et des composés antioxydants. Ça va nourrir votre organisme. On va donc s'intéresser ici au sucre, aux glucides. Quand je parle de sucre, c'est vraiment de façon générale, c'est-à-dire tous les glucides qui sont présents dans les aliments, c'est-à-dire l'amidon, c'est-à-dire le sucre ajouté qu'on appelle le saccharose, c'est-à-dire le sucre des fruits, le fructose, le sucre du lait, le lactose, le galactose. Il y a énormément de sucre en fait, donc c'est la famille des glucides. Donc quand vous mangez, une fois que la digestion s'amorce, donc les sucres présents dans les aliments, les glucides, vont passer dans le sang, ce qui fait monter votre taux de sucre dans le sang, donc la glycémie s'élève légèrement. Donc la glycémie normale, c'est à peu près aux alentours de 1 g par litre, entre 0,8 on va dire et 1,2, un peu plus parfois. Donc votre glycémie va augmenter, les sucres vont se retrouver dans le sang. Ces sucres-là, ils vont devoir être distribués aux cellules qui en ont besoin. C'est-à-dire que le cerveau utilise des sucres, a besoin de sucre pour son fonctionnement, et puis les muscles également. Donc le pancréas, qui est un organe, va sécréter de l'insuline, une hormone qui est capable de capter ces sucres et qui va les distribuer donc, aux cellules qui en ont besoin, donc au cerveau, aux muscles, au foie, et puis donc on fait des petites réserves également dans le foie pour une utilisation ultérieure. Et donc cette hormone, l'insuline, elle est sécrétée et elle distribue ce glucose-là qui se retrouve dans le sang, dans les cellules, et ça permet aussi de ramener la glycémie à la normale. C'est vraiment son objectif, ramener la glycémie à la normale aux alentours de 1 g par litre. Donc vous pouvez voir sur les schémas, donc quand on mange, la glycémie qui est aux alentours de 1 g par litre augmente. On a un petit pic glycémique qui est quand même assez relatif. Et puis, donc, le pancréas sécrète
de l'insuline qui permet de faire ramener la glycémie à la normale. Qu'est-ce qui se passe avec les index glycémiques élevés, c'est-à-dire les aliments donc, qui ont un fort index glycémique? Ça monte, la glycémie monte toujours un peu plus qu'avec les index glycémiques bas. Donc le pancréas est obligé de sécréter davantage d'insuline pour ramener la glycémie à la normale. Et qu'est-ce qui se passe le plus souvent? C'est que la glycémie, elle redescend vers la normale, mais elle redescend un petit peu trop. Là, on a une réponse insulinique importante avec une petite hypoglycémie réactionnelle. Donc on va voir à quoi ça correspond et quelles sont les conséquences de cette hypoglycémie réactionnelle. Donc certains aliments font élever la glycémie de façon plus importante que d'autres, indépendamment de la quantité de sucre que vous allez ingérer. Et c'est ça la notion d'index glycémique, c'est vraiment la faculté d'un aliment à faire monter la glycémie indépendamment de la quantité. C'est-à-dire que si vous absorbez exactement la même quantité de glucides présents dans le pain blanc ou dans du chocolat ou dans une pomme, on va mesurer donc l'impact sur la glycémie et on va voir comment ça impacte sur la glycémie, de quelle manière ça augmente la glycémie. Et on se rend compte qu'effectivement, il y a des aliments, même pas forcément riches en saccharose, qui font monter de façon importante la glycémie. C'est le cas par exemple du pain blanc. On considérait le pain comme un sucre lent, parce qu'il contient de l'amidon et pas de sucre rapide, on va dire. Mais on se rend compte qu'en fait, le pain blanc fait monter la glycémie de façon importante, encore plus importante que certains sucres simples comme le fructose, qui était vraiment considéré comme un sucre rapide. Donc cette notion de sucre lent et sucre rapide, elle est devenue complètement obsolète, complètement dépassée, et faites-y une croix, on ne l'utilise plus du tout en nutrition. C'est vraiment la notion d'index glycémique qui a remplacé la notion de sucre lent et de sucre rapide. Donc si on regarde un petit peu l'impact de certains aliments sur la glycémie, on voit que le glucose est celui qui fait monter le plus le taux de sucre dans le sang et on lui attribue un index glycémique tout à fait arbitraire de 100. Et ensuite, on va mesurer tous les autres aliments qui contiennent des glucides pour voir leur impact également sur la glycémie. Et on va leur attribuer une note, une valeur, un index glycémique par rapport à ce glucose. Donc, c'est comme ça qu'on détermine donc l'index glycémique des lentilles, qui est beaucoup plus faible que celui du glucose, à peu près 30-35, qu'on détermine également donc l'index glycémique de la purée de pommes de terre. On se rend compte que c'est quand même presque aussi élevé que celui du glucose. Le pain blanc également, on a une courbe assez importante. Les pâtes un peu moins, c'est vrai que les pâtes, surtout cuites al dente, ont un index glycémique plus faible que les pâtes cuites, bien cuites. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces aliments ont un index glycémique variable et plus on mange des aliments à index glycémique élevé, à IG élevé, plus on va avoir besoin de sécréter d'insuline pour ramener la glycémie à la normale. Donc plus on sollicite le pancréas qui va favoriser la sécrétion d'insuline. Donc, je récapitule, l'index glycémique remplace la notion des sucres lents et des sucres rapides. Oubliez cette notion-là, on ne parle plus que d'index glycémique. Alors, pourquoi c'est intéressant de sélectionner les index glycémiques bas? Retenez que c'est surtout qu'il faut limiter la sécrétion d'insuline. C'est vraiment ça qui va permettre d'avoir des répercussions favorables sur la santé, sur le bien-être et sur donc votre poids, sur la stabilisation du poids ou pour la perte de poids. Pourquoi? Sécréter beaucoup d'insuline a de nombreuses répercussions, notamment sur la prise de poids. L'insuline, donc c'est l'hormone qui permet de ramener la glycémie à la normale, mais c'est une hormone également qui facilite le stockage des graisses dans l'organisme. Donc plus vous sécrétez d'insuline, plus vous risquez, plus vous favorisez ce stockage des graisses et donc la prise de poids. Et l'inverse est vrai. Plus vous réduisez les index glycémiques, plus vous favorisez les IG bas,
plus vous réduisez la sécrétion d'insuline et plus vous favorisez le déstockage des graisses. Vous limitez le stockage et vous favorisez le déstockage à l'inverse. La deuxième conséquence, quand on sécrète toujours beaucoup d'insuline au quotidien sur des mois, voire des années, c'est que le pancréas, à un moment, il va finir par s'épuiser. Vous le sollicitez en permanence et à force, il peine à fournir les doses d'insuline nécessaires. Et puis, ce qui se passe aussi, c'est que l'insuline, à force d'être beaucoup sécrétée, elle va perdre de son efficacité. Elle devient de moins en moins efficace avec le temps, surtout s'il y a déjà un surpoids associé, surtout si vous êtes assez sédentaire, c'est-à-dire que vous ne pratiquez pas beaucoup d'activité physique. En fait, le pancréas va sécréter de l'insuline pour ramener la glycémie toujours à la normale, mais comme l'insuline n'est pas efficace, le pancréas va devoir encore sécréter de l'insuline et du coup il finit par complètement s'épuiser. L'épuisement du pancréas et la perte de l'efficacité de l'insuline, c'est vraiment le début du diabète de type 2. Alors, donc on a vu que si on mange des aliments à IG élevé, on sécrète beaucoup d'insuline et du coup on favorise le stockage des graisses, on favorise la prise de poids et puis on favorise aussi le développement du diabète de type 2. Ça c'est vrai, surtout quand même quand il y a une prédisposition génétique. Il y a des gens, fort heureusement, qui vont manger des aliments à IG élevé toute leur vie, qui ne sont pas particulièrement sportifs, mais qui ne vont jamais développer de diabète de type 2 parce que ce n'est pas une prédisposition génétique chez eux. Alors, voyons donc cette fameuse hypoglycémie réactionnelle, ce qu'elle va entraîner en fait quand on mange beaucoup d'aliments à IG élevé. Donc je vous ai dit qu'il y avait une hypoglycémie réactionnelle, c'est-à-dire que si on mange beaucoup d'aliments à IG élevé, donc la glycémie augmente, le pancréas sécrète beaucoup d'insuline, donc du coup il va ramener la glycémie à la normale, mais un peu trop même. En fait, la glycémie, elle devient un petit peu trop basse. Alors, vous voyez, donc là, c'est l'hypoglycémie réactionnelle suite à la consommation d'aliments à IG élevé. Le problème de cette hypoglycémie, c'est qu'on ne se sent pas très bien, en fait, quand on se sent comme ça. C'est-à-dire qu'on ressent une espèce de petit malaise, de la fatigue, voire même un peu de la nervosité, de l'agressivité parfois chez certaines personnes, et surtout des envies de manger, surtout des envies de grignoter, des envies de sucre en fait. Donc c'est un petit peu le petit coup de pompe de 11 heures. Quand on prend un petit déjeuner à index glycémique élevé, c'est-à-dire des toasts avec de la confiture ou des céréales sucrées, ou des viennoiseries, de la brioche, des choses quand même assez sucrées. C'est des aliments à IG élevé, donc on a de l'énergie immédiate, c'est sûr, mais 2 heures après, on se sent complètement vidé. On a cette hypoglycémie réactionnelle et du coup, on va rechercher à manger du sucre pour retrouver de l'énergie assez rapidement. Et c'est un cercle vicieux en fait, parce que du coup, en plus, vous favorisez le stockage des graisses, mais comme on dit, le sucre appelle le sucre. Plus vous mangez du sucre et plus vous allez favoriser ces hypoglycémies réactionnelles et avoir envie de manger du sucre. A l'inverse, quand vous favorisez les index glycémiques bas, vous voyez que finalement la glycémie elle monte beaucoup moins qu'avec les IG élevés. On a moins besoin de sécréter d'insuline et puis surtout vous n'avez pas cette hypoglycémie réactionnelle là, quelques heures après. Du coup vous avez beaucoup plus d'énergie au quotidien. Vous n'avez pas ces petits coups de pompe là. En fin de matinée, en milieu d'après-midi ou en fin d'après-midi qui vous poussent tout le temps à grignoter, à avoir envie de manger du sucre. Donc ça, c'est vraiment un effet très intéressant des IG bas. Donc, qu'est-ce qu'on peut espérer obtenir avec cette alimentation ? Beaucoup de choses en termes de minceur, de santé et de bien-être. Donc, je vous ai déjà dit que les IG bas permettent de réduire les sécrétions d'insuline, donc de limiter le stockage des graisses et au contraire favorisent le déstockage. En fait, on habitue l'organisme à utiliser comme carburant plutôt les graisses, davantage les graisses que les sucres. Donc ça permet vraiment une perte de poids progressive et durable. Et puis, comme je vous ai dit, il y a moins d'hypoglycémie réactionnelle, donc on a moins envie de sucre, on a un appétit
qui est mieux régulé, hein. C'est vrai que aussi les IGBA, c'est souvent des aliments riches en fibres, des céréales complètes, des légumes frais, des légumes secs. Donc, c'est des aliments rassasiants, très riches en fibres. Et ça permet d'être rassasié plus longtemps. Et comme on n'a pas non plus ces envies de sucre permanentes, parce qu'on n'a plus ces hypoglycémies réactionnelles, on arrive mieux à gérer ces sensations de faim et ces envies de manger. Les IGBA permettent également d'obtenir une protection cardiovasculaire. Déjà, ça permet de réguler la tension artérielle, hein, donc réduire souvent l'hypertension, de mieux réguler aussi les taux de cholestérol et de triglycérides. Hein. Les triglycérides, c'est souvent augmenté quand on mange beaucoup de sucre. Du coup, on va avoir vraiment une protection vis-à-vis de certaines maladies comme l'angor, hein, l'angine de poitrine, ou même les infarctus, que ce soit en prévention primaire, c'est-à-dire quand vous n'avez jamais eu de problème cardiovasculaire, comme en prévention secondaire, c'est-à-dire si vous avez déjà eu ces problèmes-là, adopter une alimentation à IGBA vous permet vraiment de vous protéger. C'est comme un bouclier hein, vis-à-vis des maladies cardiovasculaires. Vous allez aussi obtenir un gain d'énergie parce que vous n'aurez plus ces fameuses hypoglycémies réactionnelles et on note vraiment une amélioration des performances sportives, surtout pour les activités d'endurance. Hein. On a beaucoup plus d'énergie. Il y a beaucoup de gens qui me disent que quand ils ont adopté les IGBA, ils se rendent compte que avant leur alimentation antérieure, ils avaient l'impression que c'était pas le bon carburant qui mettait dans leur organisme. Hein. Depuis qu'ils ont découvert les IGBA, c'est vraiment un carburant qui leur convient et ils retrouvent de l'énergie au quotidien. Ils sont beaucoup plus performants intellectuellement et physiquement. Cette alimentation IGBA, elle renforce également la flore intestinale. Il y a vraiment une barrière intestinale beaucoup plus forte. Et puis, c'est vrai que les aliments IGBA, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de fibres. Les fibres, c'est aussi des probiotiques et des prébiotiques. Hein. Les prébiotiques nourrissent la flore intestinale, donc favorisent son développement. Et ça permet vraiment de mieux limiter, en fait, de réduire le passage dans l'organisme de substances indésirables. Donc on va retrouver beaucoup moins d'inflammation dans l'organisme, on va avoir souvent moins de migraines, moins de douleurs parfois articulaires. C'est vrai qu'il y a vraiment tout un tas de bénéfices santé. Je reçois encore des témoignages tous les jours et je trouve ça vraiment formidable qu'on puisse me partager d'autres effets auxquels on n'aurait pas pu penser. Mais je vous garantis que vous allez retrouver même un sommeil beaucoup plus harmonieux, une humeur beaucoup plus régulée. Le fait aussi de renforcer la flore intestinale, ça permet de lutter contre le candida albicans. Hein. Le candida albicans se développe au niveau de la flore intestinale. Il fait partie de la flore intestinale, normale, mais quand il se développe, ça, c'est pas normal. Et le candida albicans, c'est un champignon, hein, et quand il se développe trop, ça provoque des troubles dans l'organisme, donc des inflammations, des envies de manger, la prise de poids, la dépression. Donc ça permet, les IGBA aussi, de lutter contre ces phénomènes-là. On a une peau aussi plus nette. Pourquoi ? Parce que quand on sécrète beaucoup d'insuline, ça favorise l'apparition des boutons, des points noirs, de l'acné. Donc réduire les sécrétions d'insuline dans l'organisme permet d'avoir une peau quand même beaucoup plus saine. Moins de migraines, moins de douleurs inflammatoires, les effets sont vraiment très variés. Cette alimentation, c'est surtout une alimentation aussi saine, puisque comme je vous ai dit, donc on mange beaucoup d'aliments qui apportent des vitamines, des minéraux, des composés antioxydants, des fibres. Donc c'est vraiment une alimentation qu'on peut recommander à tout le monde. Ça permet même de lutter contre certains cancers, donc grâce à la réduction de la sécrétion d'insuline, et puis grâce aux effets protecteurs donc des composés antioxydants, des oligoéléments qui sont apportés vraiment en quantité importante par cette alimentation, on sait que ça protège contre les cancers digestifs notamment. Et puis, il ne faut pas négliger les effets sur le bien-être, sur l'humeur. Vous savez, quand on fait des hypoglycémies réactionnelles, on ne se sent pas bien. Ça impacte vraiment sur notre humeur, sur notre bien-être. Donc le fait d'avoir une glycémie qui est beaucoup plus stable au quotidien, c'est vraiment bénéfique pour la santé, le bien-être et la minceur.
Alors, voici quelques repères. Donc, je vous ai dit que l'index glycémique, c'est une échelle qui va de 0 à 100. Hein. Donc, le 100, c'est le maximum, c'est le glucose pur. Et puis, donc on va classer les aliments en fonction de leur impact sur la glycémie. Et donc, vous avez donc, les aliments à index glycémique bas ou index glycémique faible, qui sont inférieurs à 50, que je vous recommande fortement au quotidien. Et puis, dans cette catégorie-là, on pourrait faire une autre division, c'est-à-dire sélectionner aussi les aliments à IG très bas, c'est-à-dire inférieur à 35. C'est ce que je vous recommande en période de phase d'attaque, pour vraiment booster votre perte de poids. Ça peut vraiment être intéressant, plutôt sur des courtes périodes, hein, une semaine, vous pouvez la refaire régulièrement, cette phase d'attaque, mais peut-être pas la suivre sur un mois, 2 mois, ça ne sert à rien. Donc, privilégiez les aliments à IG inférieur à 50 au quotidien et inférieur à 35 quand vous faites la phase d'attaque. Les aliments à IG moyen, donc compris entre 50 et 70, donc là, ces aliments-là, il va falloir les intégrer de façon plus occasionnelle. Hein, c'est-à-dire que vous n'allez pas faire une croix définitive dessus, mais voilà, ça fait partie des aliments qui ne doivent pas faire partie de votre quotidien, tout simplement. Hein. Donc, privilégiez vraiment les aliments à IG inférieurs à 50 au quotidien. Et par contre, les aliments à IG élevés, supérieurs à 70, là, je vous recommande vraiment de les éviter. Hein, tout ce qui est sucre blanc, riz blanc, chips, frites, il faut vraiment que ce soit très occasionnel. Alors, ce qu'il faut savoir avec l'index glycémique, c'est que c'est important, bien sûr, de manger IG bas pour obtenir les effets santé, bien-être et minceur, mais c'est important aussi d'y associer l'équilibre alimentaire. Si vous mangez IG bas sans vous préoccuper de l'équilibre alimentaire, il se peut que vous ne perdiez pas de poids. Parce que, effectivement, dans les aliments à IG bas, on peut faire des quiches, des pizzas, on peut faire des brioches, on peut faire plein de choses. Mais est-ce qu'on recommande de manger tous les jours de la quiche ou des pizzas? Non. C'est important de bien équilibrer ses repas. Équilibrer ses repas, c'est surtout structurer vos repas. Et un repas bien structuré, il faut que vous sachiez qu'il faut des protéines, animales ou végétales, donc un peu de viande ou un peu de poisson ou des œufs, ou un steak de soja, ou un peu de tofu, ou donc des protéines végétales, hein, des lentilles, des pois chiches, des haricots rouges, et puis des légumes verts, crus ou cuits, et puis un petit peu de céréales, donc à IG bas, ou du pain à IG bas, donc ça va être du quinoa, du boulgour, des spaghettis cuits al dente, du riz basmati, ou donc du pain intégral, des choses comme ça. Donc votre assiette, elle doit être bien structurée, bien équilibrée. L'équilibre alimentaire, on a le droit de faire des écarts. Hein. L'équilibre, c'est pas forcément sur un seul repas, retenez bien ça. Il faut essayer d'équilibrer sur plusieurs jours consécutifs. On ne peut pas tout le temps tout faire parfaitement et toujours bien structurer son repas, mais on peut essayer de le faire le plus souvent possible. Il faut savoir aussi qu'on réagit tous différemment aux index glycémiques. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui, surtout chez les personnes diabétiques, hein, qui vont remarquer que certains aliments à IG bas n'ont pas tout à fait le même impact que d'autres, alors qu'ils ont le même index glycémique, c'est-à-dire qu'ils vont se ressentir différemment ou ils vont mesurer une glycémie qui va être un petit peu différente. On est tous différents des uns des autres. Et puis, l'index glycémique, ça va aussi dépendre de vos associations d'aliments, c'est-à-dire que si vous mangez un aliment à index glycémique élevé en petite quantité, comme une petite poignée de frites par exemple, ou 3-4 frites, juste pour vous faire plaisir, et que vous accompagnez d'aliments à IG bas en quantité importante à côté, hein, beaucoup de légumes à côté, ça ne va pas du tout avoir le même impact que quand vous mangez une grosse portion de frites. Hein, d'accord ? Donc, il faut essayer de moduler un petit peu cette notion, se dire que les aliments du repas donc, se mélangent dans l'estomac pour former un nouvel index glycémique global du repas. Donc, on peut de temps en temps intégrer des aliments à IG élevés en petite quantité à partir du moment où ils sont vraiment associés à des aliments à IG bas en quantité importante. Alors, les index glycémiques bas, si vous voulez vraiment adopter cette alimentation, ça implique de limiter sa consommation de plats industriels.
On va le voir dans la suite de la formation. Il y a beaucoup d'ingrédients à index glycémique élevé dans les plats cuisinés. Donc, et puis on ne sait pas en fait exactement ce qu'ils mettent. Et puis il y a des additifs, beaucoup de sel, des graisses de qualité médiocre. Donc moi je vous recommande vraiment de favoriser la cuisine maison. Donc c'est vrai qu'il faut cuisiner. Cuisiner, ça ne veut pas dire passer 2 heures pour le repas chaque jour. On peut faire une cuisine très simple au quotidien. Et puis quand vous avez un peu plus de temps, quelque chose de plus élaboré. Ça implique donc de trouver quand même une petite organisation, savoir ce que vous allez manger, déterminer votre menu à l'avance. Vous avez des menus dans cette formation, vous pouvez les suivre tout simplement ou simplement vous en inspirer. Mais ne vous posez pas la question au dernier moment, qu'est-ce que je vais manger ce midi? Parce que ce sera la facilité d'aller prendre quelque chose de vite fait dans le congélateur ou dans le frigo. Donc ça demande quand même une organisation. Savoir ce qu'on va manger à l'avance, aller faire les courses en conséquence, déterminer ses menus en fonction du temps que vous avez. Si vous avez plus de temps, vous pouvez cuisiner, congeler peut-être pour les repas suivants. Mais si vous n'avez pas beaucoup de temps, le lundi soir et le mardi soir, prévoyez des repas très simples, des repas plus que j'appelle d'assemblage, c'est-à-dire un peu de crudité avec du jambon ou un œuf coq et puis un peu de pain avec du fromage à tartiner, une compote sans sucre. Voilà, vous avez votre repas structuré avec des protéines, des légumes, des céréales et un dessert simple. C'est parfait. Ça demande aussi d'adapter ses recettes, c'est-à-dire que vous pouvez faire des quiches, vous pouvez faire des pizzas, vous pouvez faire des biscuits, mais du coup vous allez remplacer les farines blanches et le sucre raffiné par d'autres farines qui ont un index glycémique bas et des sucres qui ont un index glycémique bas. Les IG bas, c'est aussi et surtout une alimentation plaisir, et ça je veux que vous reteniez. On n'a pas à faire de régime véritablement avec les IG bas. Vous allez voir que vous allez retrouver un poids plus bas naturellement. C'est important aussi d'écouter ces sensations de faim et de satiété. Forcément, vous allez être mieux rassasié, donc vous allez peut-être manger un petit peu moins naturellement. Et puis, c'est important de se faire plaisir de temps en temps. On n'a pas à supprimer tout le temps les pâtisseries, les gâteaux, etc. Mais c'est vrai qu'il faut quand même rester raisonnable et ne pas peut-être manger ces aliments-là tous les jours, quotidiennement. Donc c'est trouver quand même un petit équilibre entre donc manger sainement IG bas, le plus équilibré possible, se faire plaisir de temps en temps, et puis bouger aussi suffisamment. Si vous avez tout ça, je pense que vous avez le secret de la minceur.